J'avais un concept que je faisais, c'était je prankais les gens et je me faisais passer pour Maître Gims. Donc Gims, il l'a mis dans sa story et ça a tourné grave aussi. Et là, c'est la Donc même chose. ça, on est d'accord, c'est une true story que Maître Gims, il Ouais, t'a vraiment reposté vraiment. sur une Et il y vidéo. en a plein. Bonjour à tous, bienvenue dans True Story, votre podcast au plus proche de la réalité, loin des vendeurs de rêves. Nous rencontrerons des personnes inspirantes comme vous, entrepreneurs, créateurs de contenu ou encore digital nomades. Ils vont nous raconter leur parcours de vie sans bullshit. Nous aborderons des thématiques sans tabou autour d'un échange libre et convivial. Mettez-vous à l'aise et bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau podcast True Story. Je suis ravi de vous retrouver. Comme vous le savez, on reçoit à chaque fois un invité qui va nous parler d'une de ces thématiques qu'il maîtrise. Aujourd'hui, je suis vraiment ravi de recevoir pour moi un artiste avant tout, un créateur de contenu, un influenceur, même si ce terme est un peu galvaudé ces dernières années, on en reparlera. C'est le patron de TikTok pour moi. Il a aujourd'hui 2,5 millions de followers. C'est quelque chose qui est énorme. Donc je vous présente Abdallah, plus connu sous le pseudonyme de La Kaka ou de Abdou la Brute. Abdou, comment vas-tu? Ça va et toi? Écoute, très bien. Comment on doit t'appeler? La Kaka, Abdou, Abdou la Brute? Choisis. On m'appelle par plein de noms aujourd'hui et voilà quoi. Écoute, c'est top de te recevoir aujourd'hui parce que en plus d'être un créateur de contenu, c'est un homme de cœur également, humble et authentique, et c'est ce qu'on aime dans True Story. Donc du coup, pour commencer, on raconte toujours un petit peu le parcours de notre invité, parce que souvent ce qui nous amène où on est aujourd'hui, c'est lié à notre parcours de vie, notre évolution depuis petit. Donc dis-nous Abdou, tu viens d'où, t'as quel âge, comment t'as grandi, comment t'as évolué et qu'est-ce qui fait que t'en es là aujourd'hui? Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter ton histoire? Voilà, donc comme tout le monde, hein, j'ai ma petite histoire, j'ai mon petit vécu, j'ai vécu certaines choses, etc. Et mon parcours est assez atypique, et très atypique même. Donc du coup, moi j'ai 29 ans. Comme tu l'as dit tout à l'heure, je m'appelle Abdallah. Et en fait, j'ai grandi à Créteil. Je suis né et j'ai grandi à Créteil. Donc, dans la banlieue parisienne. La cité, hein, comme on dit. Et voilà. Donc, je suis de nature assez calme, posée. Voilà, j'aime pas les histoires. Voilà, on me connaît comme ça. Et quand les gens ont vu que j'étais sur les réseaux sociaux, ça a choqué. Ça a choqué parce que c'est contraire à ma personnalité. Mais en vrai, je me suis retrouvé là-dedans et ça me fait du bien de faire des vidéos et j'aime beaucoup faire ça. Donc du coup, avant ça, j'ai eu un parcours scolaire assez atypique. J'ai travaillé aussi, j'ai beaucoup travaillé, c'était dans différents secteurs. Et même dans le sport, par exemple, j'ai toujours été quelqu'un d'atypique. Atypique et je fais beaucoup de choses. Dans le sens où, comme par exemple pour mes études, j'ai commencé avec un bac pro, après j'ai fait un BTS. Dans différents secteurs d'activité. Pour le sport, c'est pareil, j'ai fait du foot, du hand, du basket. Plein de choses, et dans le travail aussi, je travaille dans l'animation, dans le secteur technique, etc. Et aujourd'hui, je travaille dans la sécurité. Ok. Et t'as grandi avec une fratrie, comment ça se passait voilà, toutes tes années collège, lycée? Est-ce que tu peux un petit peu nous dire comment t'as grandi donc dans un quartier populaire, certes, comme tu l'as évoqué précédemment. Comment un petit peu tu nous décrirais ton parcours donc, atypique, C'est ça atypique. on a noté, plutôt calme quand même. Calme, très voilà. calme.
Donc, ouais, en fait, scolairement, non, on va commencer par ma fratrie. Donc, Ouais. moi, j'ai beaucoup de frères et sœurs, mais on n'a pas grandi ensemble. On a certains étaient au Sénégal, d'autres en Italie, etc. Et à Créteil, j'ai grandi avec mes deux frères, mes deux petits frères. Donc, rien de spécial, hein, franchement. Voilà, jeune de jeune. On a grandi tranquillement, sans accrochage, sans histoire. Voilà quoi. Donc, scolairement parlant, on va prendre directement du collège. Mhm. Donc, du coup, après le collège, j'ai fait un bac pro microtechnique. Ensuite, j'ai fait un BTS assistant gestion. J'ai fait aussi une licence pro gestion de l'économie sociale et solidaire. Et j'ai fini avec un master dans l'animation. Donc j'ai beaucoup travaillé dans l'animation et j'y suis encore. Que ce soit surtout bénévolement. Bénévolement dans l'animation. Et aussi je fais aussi du scout. D'accord. Donc à la suite. Tu pars en scout, tu Et t'accompagnes des camps de C'est ça. jeunes? Ouais. Excellent. Ouais. Tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe et depuis combien de temps tu fais ça? C'est lié du coup à ta formation sur la partie animation? Il y a un lien, mais c'est pas lié directement. Je fais ça parce que il y a un engagement. Donc l'animation, voilà, on va très largement t'accompagner le jeune, tu proposes des activités pour l'accompagner socialement, etc. Et le scout, ça va au-delà de ça, dans le sens où c'est plus éducatif. Donc à travers les actions, les camps et tout ce qu'on va faire, on va éduquer le jeune. En tout cas, on va essayer. Enfin, on va lui donner des outils pour s'éduquer, grandir, avancer, accompagner. Et donc du coup, ça m'a plus plu parce que c'était plus proche, plus fraternel, etc. Ok. C'est super intéressant cette thématique-là. Je ne pensais pas forcément aborder, mais juste faire un petit prémisse sur l'intro, parce que je pense que ça peut beaucoup intéresser. Justement, comme tu encadres des jeunes à travers justement ces camps de scouts ou autres, comment tu vois la jeunesse toi aujourd'hui par rapport à comment ils ont évolué et par rapport aussi à ton époque, toi, quand tu étais plus petit? Comment tu pourrais décrire ça, l'évolution qu'il peut avoir entre ce saut de 2 générations? Déjà, entre la jeunesse d'aujourd'hui et la jeunesse telle que moi je l'ai connue, ça n'a rien à voir. Dans le sens où nous, quand on était jeunes, à 9h du matin, on était dehors, on tapait dans le ballon, on cherchait tout plein de moyens pour s'amuser. On n'avait pas toutes les technologies de maintenant, tous les réseaux de maintenant, etc. Après, les réseaux, c'est pas une chose mauvaise en soi, hein, mais c'est différent de notre époque. Et aujourd'hui, les jeunes, ils sont plus réseau, plus télé, play, et du coup, ça change beaucoup dans le sens où même dans l'animation, on a du mal à avoir des jeunes la journée. Donc les jeunes aujourd'hui, c'est nuit blanche, réseaux sociaux, la journée, ils dorment toute la journée, ils sortent le soir. C'est ça aujourd'hui les jeunes. Nous, ça n'avait rien à voir avec tout ça. Donc c'est différent et on s'adapte. Ok. Et justement, tu disais que quand tu as percé sur TikTok, et on y reviendra, que ça a étonné beaucoup de monde parce que tu n'étais pas du tout dans les réseaux, t'avais pas de compte ailleurs? Non, pas du tout. Vraiment pas. Et très paradoxalement, j'aime pas trop les réseaux. J'aime pas les réseaux d'une manière générale, dans le sens où, pour tout ce que ça véhicule. Donc aujourd'hui, les réseaux, je parle chez les jeunes, hein, je parle pas trop. De toute façon, on en parlera plus tard en termes d'entrepreneuriat, mais l'influence que ça a sur les jeunes, c'est pas toujours positif. Dans la majeure partie des cas, ça va être négatif. Mais tu t'es retrouvé quand même à avoir aujourd'hui 2,5 millions de followers. Je me suis retrouvé à avoir 2,5 millions de followers. Et justement, je travaille, un de mes objectifs, c'est aussi
de montrer que les réseaux, c'est pas que une chose mauvaise, que aussi on peut retrouver des bonnes choses, que voilà, on peut être dessus, que les jeunes peuvent être dessus. Et voilà, j'ai aussi fait, dans le cadre des réseaux, d'animation, etc., j'ai aussi animé des ateliers de sensibilisation sur les réseaux sociaux, pour les jeunes, etc. Et voilà quoi. Ok, intéressant. Et du coup, alors qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous un petit peu en détail que tu te retrouves sur ce réseau social, comment ça a commencé, parce que c'est un réseau en plus TikTok qui est relativement récent. Ouais. On voit en tout cas sur le marché français, ça a explosé pendant la période Covid. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il est en train de détrôner la plupart des autres gros réseaux. Il y a beaucoup aussi d'entrepreneurs qui recherchent à avoir du marketing d'influence sur ce réseau. Il est un petit peu dur à gérer. Est-ce que tu peux nous expliquer comment déjà l'idée t'est venue de te lancer dedans, si c'était vraiment prévu ou si c'était un hasard, et comment ça a évolué? Quelle a été la timeline justement entre tu télécharges l'application et aujourd'hui? Comme beaucoup de personnes, enfin pas moi, mais beaucoup de personnes ont commencé les TikTok surtout, à faire des vidéos sur TikTok à cause du confinement, parce qu'ils s'ennuyaient ou je ne sais pas quoi. Mais ça n'a pas été mon cas. Moi j'ai commencé après, donc il y a eu le confinement, entre-temps il y a eu le Ramadan en même temps, et après je ne saurais même pas comment dire pourquoi j'ai commencé et qu'est-ce qui m'a poussé à commencer. Un jour, j'ai eu envie de faire une vidéo, j'ai fait, et voilà, j'ai continué à faire des vidéos, et c'était pour le plaisir. Je faisais des vidéos juste pour le plaisir. Je faisais, et je regardais même pas le nombre de vues que je faisais. Je faisais des vidéos, j'avais une idée, je faisais, et c'était comme ça. Au début, je suivais les tendances, Petit à petit, j'ai commencé à faire des blagues carambar. Ensuite, j'ai fait des pranks. Et là, c'est après de tout ça, 2 ans après, est venue l'idée de faire le concept Rakaka, par le quoi je suis le plus reconnu. Pas le plus connu, mais reconnu. Donc on m'identifie facilement avec ce concept. Ok, et justement, avant d'arriver à ce personnage-là, parce que moi j'étais connu avec le plein boom un peu avant ça justement, avec la trend un peu du sourire sur chaque vidéo. Comment, donc là d'après ce que tu nous dis, c'était pas du tout calculé, tu n'avais pas forcément de stratégie préétablie, mais t'as pas non plus en une semaine eu autant de vues d'un coup. Comment ça s'est passé pour qu'il y ait un déclic? Est-ce qu'il y a une vidéo particulière qui a matché et du coup tu t'es dit faut que je garde cette trend-là qui marche? Ou voilà, surtout pour certains qui peuvent nous écouter, etc. et comprendre comment l'algorithme TikTok fonctionne. À quel moment ça s'est vraiment déclenché entre tes vidéos humoristiques, tes pranks et vraiment où là on a ton mode opératoire, entre guillemets, ta créativité sur chaque vidéo. Quel a été le déclic? Comment ça s'est passé? Il n'y a pas une vidéo qui m'a fait percer. C'est vraiment la constance. Donc être constant, produire beaucoup, il n'y a pas de limite. Il y a des jours, je faisais 10 vidéos dans la journée, des autres jours 5. Et en fait, il ne faut pas se limiter à une vidéo ou 2 par jour. Il faut vraiment faut pas hésiter, il faut y aller, faire beaucoup de contenu. Et dans tout ça, il y a une vidéo par-ci, par-là qui perçait. Donc quand je dis perçait, c'est 500 000 vues, 1 million de vues, les trucs comme ça, et que ça a commencé comme ça. Et après, au fur et à mesure, je sais comment ça a marché. J'ai su comment ça a marché. Donc en gros, c'est suivre les tendances, les modifier à ma sauce, donc rajouter sa petite touche personnelle, et de là, ça explose. Et c'est tout. Après, j'ai eu certains concepts qui ont très très pris, comme un des pranks que j'avais fait qui a beaucoup tourné, c'était le prank Skyrock. Ah oui. Ouais, donc celui-là, il a énormément tourné, et je pense que
ma première vidéo qui a vraiment explosé. Mais cette vidéo-là m'a pas fait gagner de followers. Parce qu'en fait, elle a été exportée de TikTok, elle a beaucoup tourné sur Twitter, sur Snap et tout, et je suis pas présent sur Twitter et Snap. Et à l'époque, j'étais pas sur Insta. Ok. Donc c'est intéressant ce que tu dis aussi, surtout pour des personnes qui pensent que voilà, elles vont se lancer et ça y est, elles vont réussir à récolter un nombre illimité de vues, de likes ou de followers. Là, c'est un point que j'aimerais relever. Tu dis c'est la constance, c'est le travail en vérité, qu'on ne voit pas forcément derrière notre smartphone. Donc c'est vraiment quand tu es rentré dans ce jeu-là, tu as commencé à le prendre au sérieux et comme tu gérais quelque chose de ton sport ou tes études ou ton travail, tu l'as fait vraiment en mode... C'est ça, et de toute façon, c'est comme dans toute chose. Donc pour arriver à un certain résultat, il faut du travail, il faut de la constance et il faut s'améliorer. Donc bien évidemment, mes premières vidéos, elles étaient nulles. Donc mauvaise qualité, mauvais cadre, je prenais mal les cadres, mauvaise qualité de son, même si je parle très très peu dans mes vidéos. Et tout ça, au fur et à mesure, on s'améliore. On s'améliore comment? En voyant ce que les autres font. Donc ça, c'est un des atouts majeurs. Et ça, on peut l'exporter dans tous les domaines. Donc, je sais pas, je suis dans le foot, je vais apprendre des techniques, je vais voir comment l'autre il fait sa technique, j'apprends sa technique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le foot, on a par exemple la Drogba, que Drogba a inventé, donc tout le monde fait aujourd'hui, etc. Et on peut exporter ça dans tous les domaines. Et c'est ce que j'ai fait. Ce que je fais beaucoup, c'est ça, m'inspirer des autres, refaire les trends, les tendances TikTok qui marchent, ou Insta aujourd'hui, et avec ça, une petite touche personnelle, et voilà, tout. C'est un des secrets de la réussite. Donc, le deuxième, avec la constance. Ouais, travail acharné, constance et cette petite touche en plus. Mais c'est quand même impressionnant parce que la nouvelle génération, comme toi, hein, qui se sont développés et qui ont, entre guillemets, quand même percé sur ce réseau-là, je faisais un comparatif, même si c'est quelque chose de complètement différent, mais t'imagines que tu as plus de followers que Gad Elmaleh sur Insta. Tu vois, c'est vraiment incroyable. Donc, est-ce que tu penses que ce réseau pourrait permettre de donner plus de débouchés à certains comparé à d'autres, ou c'est vraiment la façon que tu l'as pris toi qui a permis ce développement-là? Parce qu'il y a aussi des gens qui pensent que voilà, tout est dû, tout est simple, et t'entends beaucoup, oui mais c'est facile de faire tant de vues parce que c'est TikTok, l'algorithme, mais non, il n'y a pas tout le monde qui a autant de followers, autant de vues. De toute façon, on voit, il y a des gens, ils sont dessus depuis des années et ça ne marche pas, ils n'avancent pas, ils stagnent. T'as d'autres, ça explose facilement, il faut le dire. Après, on dit facilement, mais ils ont ce truc-là. Ils passent bien à la caméra, ils ont juste à montrer leur tête, ça explose, il y a quelque chose. D'autres, il faut plus travailler. D'autres, ça va être la créativité. Ben, c'est comme ça, mais il n'y a rien qui est facile et c'est pas parce que c'est TikTok ou quoi. Et aujourd'hui, pour moi, c'est mon avis personnel, TikTok, il a dépassé tous les autres réseaux. Tous les autres réseaux, YouTube, Insta, Snap, TikTok est largement loin devant. Ils font ce qu'ils veulent. Et pour cause, bah, on a vu avec Insta, ils sont obligés de s'adapter, ils ont créé les réels, YouTube, les shorts, Insta et Snap, leur truc, je sais pas comment, Spotlight, là, ça, et ben, ils sont obligés de s'adapter parce que TikTok, la concurrence, elle est trop hard. Et ils arrivent à faire du Insta et du YouTube en même temps parce que sur TikTok, tu peux faire des vidéos de 10 minutes, tu peux faire des vidéos de 15 secondes et les deux, ils marchent pareil. Il y en a vraiment pour tout le monde. Et aujourd'hui, si tu vas avoir de la visibilité, te développer, etc., c'est sur TikTok qu'il faut être présent partout, mais surtout sur TikTok. Je suis à 300% d'accord avec toi, tu prêches un convaincu. Pardon, moi, quand j'ai découvert TikTok, j'ai été assez impressionné par ce réseau, par son algorithme.
Et c'était hyper nouveau justement d'être incentivé sans avoir liké des pages ou autre, d'avoir cette connaissance, il arrive à prendre la connaissance de ce que t'aimes, de ce que t'aimes pas par rapport au peu de vidéos que t'as regardé et que t'as scrollé, et on le retrouvait nulle part. Et en effet, les Insta, les Snap, ils sont tous copiés. Ouais. Et je suis d'accord, il a fait beaucoup de bruit, il y a eu beaucoup de polémiques aussi par rapport à ça. Je voulais savoir un petit peu toi ce que tu en penses. À un moment donné, voilà, ne téléchargez pas cette application, on va rentrer dans vos données, elle permet de voir tout ce que vous faites. Toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça et cette campagne de boycott qu'il y a eu un petit peu au début? On en entend un peu moins parler, mais au début, ça résonnait pas mal. Bah déjà, ça, il faut se poser plusieurs questions. Donc, est-ce que c'est pas une volonté on va dire des autres réseaux de nuire à TikTok en prenant des arguments tels que les données, parce qu'en vérité, toutes les applications collectent nos données. Et Facebook en premier, qui était dans la sauce. Donc cet argument-là, il est faible. Après, c'est vrai que par rapport à là, on va reparler encore des jeunes, mais par rapport à la nudité, par rapport à la mauvaise influence, c'est vrai que TikTok, c'était très très fort et on a vu ça dans aucun réseau. Mais c'était au début et aujourd'hui, ils ont très très bien, ils ont très très bien rebondi, ils ont corrigé tout ça. Et même, justement, comme tu l'as dit, avec l'algorithme de TikTok, il est très 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 puissant. Donc tous ces problèmes-là, on ne les retrouve pas. Donc si tu veux avoir du mauvais contenu sur ton feed, bah, c'est toi qui l'as provoqué en regardant des vidéos que tu dois pas... des vidéos inappropriées. Donc en gros, c'est toi qui gères ton contenu. Si tu veux un contenu, bah, il suffit de liker les vidéos, commenter. Si tu regardes une vidéo en entier, bah, ça prend toutes ces données en compte. Et après, tu auras ton contenu. Ouais, c'est clair. C'est l'utilisateur qui crée son propre algorithme en vérité. C'est ça. C'est un peu comme dans l'informatique, quand on dit que tu peux avoir tous les meilleurs antivirus du monde, le meilleur antivirus, ça reste l'utilisateur. Si tu fais attention aux pièces jointes que tu ouvres, etc., c'est toi qui a la maîtrise. Ok, et moi je voulais aussi parler du fait que, pour rester sur la thématique des jeunes, parce qu'aujourd'hui tu nous dis que voilà, tu as tant de followers, mais tu travailles. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent celui qui a 2 millions sur TikTok, c'est fini, il ne travaille plus, c'est son métier, il gagne je ne sais pas combien d'argent, il est à Dubaï, voilà, comme on peut le voir de certains influenceurs. C'est pour ça que j'aimais pas trop ce terme, parce qu'il a été galvaudé, et il y a du bon et du mauvais partout. Mais quel message tu as à donner par rapport à ça? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, quand tu passes le million, que voilà, c'est ton propre revenu et que tu n'as plus besoin de travailler. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est une idée reçue. Hein. Pour les gens, 2 millions de followers égale 2 millions d'euros. Donc ça, c'est faux. C'est complètement faux. Après, t'en as certains, ils vont mieux gagner leur vie que d'autres. Mais c'est pas une question de followers. C'est une question de comment on va travailler. Est-ce que les marques vont vouloir de nous? Est-ce qu'on va beaucoup travailler avec les marques? Et tout va se faire à ce niveau-là. Donc c'est sûr que les followers vont jouer, mais followers égale pas argent. N'est pas égal à argent. Donc tout ça, ça va dépendre de tout ça. Ça va dépendre aussi de la qualité de ta communauté, de ton taux d'engagement, etc. Et de l'image que tu vas dégager en général. Mais après, c'est sûr par exemple, Khaby aujourd'hui, c'est pas la même cour. Là, on parle de nous avec les 1 million ou 2 millions de followers, ou même moins. Mais à partir d'un certain moment, c'est pareil. 1 million ou 5 millions, c'est la même chose. Ok. Donc, du coup, en tant qu'entrepreneur ou entreprise, il faut être présent dans tous les cas sur les réseaux. Ça explose et ça a explosé ces dernières années, donc tout réseau confondu. Un peu plus sur TikTok, ce que tu disais, parce que c'est le réseau prédominant et qui est en train d'écraser tout le monde. Comment on fait? Comment on s'organise? Est-ce qu'on contacte directement les créateurs de contenu? Est-ce qu'on réfléchit à une stratégie
comment toi, de ton côté, ça se passe? Est-ce qu'il y a des gens qui te contactent aujourd'hui? Est-ce que tu es courtisé pour tel et tel placement? Comment ça se passe quand on a cette visibilité sur ce réseau? Donc oui, c'est sûr qu'on me contacte, que je suis courtisé et que je suis demandé. Donc après, à ce moment-là, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en compte et il y a plusieurs manières de travailler. Donc la première, ça va être, par exemple, je sais pas, je suis en restaurant, je vais démarcher, je vais voir un influenceur qui m'intéresse. Donc je lui envoie un message, est-ce que ça t'intéresse de venir contre un post ou une story? Donc ça, c'est la première manière de faire. Tu viens manger, tu me fais une story. Deuxième manière de faire, c'est tu viens, tu manges, tu fais du contenu et t'es rémunéré. Donc ça, c'est aussi une manière de faire. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup, c'est que les entreprises, les marques, etc., quand vont démarcher un influenceur, pour eux, followers égale tout. Donc ils vont voir qu'il a par exemple 200 000 et c'est bon, c'est sûr ça va marcher. Donc non, il faut contacter le bon influenceur qui est, par exemple moi, idéalement, c'est quelque chose qui est faut que ce soit quelque chose qui soit dans ma niche. Donc un truc avec le sport, un truc avec le voyage, ou un truc en rapport avec le monde, parce que j'ai une communauté internationale, etc. Là, on est dans mon truc. Mais si, je sais pas, j'ai une marque de verre qui vient me démarcher, les résultats ils seront moindres. Il y aura du résultat, mais ils seront moindres. Donc le conseil pour les entreprises que j'ai à donner, c'est de sélectionner l'influenceur en rapport avec son domaine d'activité. Idéalement, d'avoir une stratégie. Donc après, si l'entreprise ne connaît pas trop les réseaux, c'est un peu compliqué. Mais sinon, au pire, s'entretenir avec le créateur et de mettre en place une stratégie au mieux sur du long terme. Après, financièrement, il faut avoir un budget. Et voilà quoi. Ok. Et c'est vrai que moi, c'est pour ça que ça me fait plaisir de te recevoir aussi. Il y en a certains qui prennent de tout du moment que ça rémunère. Ils vont faire n'importe quel placement. Toi, on voit que tu sélectionnes vraiment. Déjà, tu en fais très peu. Et quand c'est fait, voilà, c'est vraiment ponctuel et tu essayes de le placer au mieux possible. Donc moi, je pense que c'est l'idéal. Après, il y a la loi qui a été promulguée là, du 9 juin 2023 qui encadre un peu mieux le monde de l'influence. Et on y reviendra. Mais est-ce que, justement, tu n'as pas peur de tomber dans le piège quand tu es courtisé comme ça pour faire du revenu pur sans forcément penser à ton image, à ton éthique ou autre? Parce que je pense que certains ont commencé en voulant essayer de garder leur authenticité et qu'après, forcément, quand il y a des entreprises qui ont un budget et qui te demandent un poste et qui te sponsorisent, comment tu t'identifies par rapport à tout ça et comment tu vois ton évolution? C'est clair que l'argent fait tourner les têtes. Donc il y en a, ils n'ont pas d'éthique, ils vont prendre tout et n'importe quoi. Tant qu'il y a de l'argent, je fais. Peu importe ce que c'est, peu importe si c'est vrai ou faux, peu importe s'il y a de l'arnaque derrière ou pas. Il y en a d'autres, ils ont leur ligne et petit à petit, ils glissent et tombent dans ce que je viens de citer. Et moi, j'essaye vraiment j'ai ma ligne de conduite et j'essaye vraiment de la garder. Donc, j'ai mes valeurs et mes principes et c'est sur ça que je me base. Donc, en faisant mes vidéos, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, je suis très soucieux de la jeunesse, en un. Et aussi, par rapport aux produits que je veux promouvoir, il faut que ce soit un produit authentique, un produit vrai, qui n'ait pas d'arnaque, etc. Donc je me renseigne au maximum sur l'entreprise, sur le produit. J'essaye de tester le produit si possible. Donc vraiment ça. Donc ça, cette stratégie-là, sur du long terme, elle va payer. Parce qu'aujourd'hui, on le voit avec les influenceurs. Donc voilà, ils font je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais en gros, que de l'argent. Donc peu importe ce qui se passe,
on fait de l'argent, on passe, on produit, on poste. Et aujourd'hui et demain, ça nous rattrape. Donc aujourd'hui, ils sont dans la sauce. Et donc c'est pour ça que quoi qu'il arrive, il faut garder sa ligne. Et à long terme, ça paye. C'est clair, je suis d'accord que sur le long terme, la transparence, l'authenticité et le respect de son éthique, ça perdure dans le temps. Les autres, c'est souvent des stratégies opportunistes qui vont se faire vraiment beaucoup d'argent sur le court terme, mais après ils sont rattrapés par plein d'autres choses. Et tu t'en as entendu parler justement de cette loi qui encadre un peu mieux les influenceurs. On a vu des choses qui sont passées comme quoi certains ont eu des amendes de 30, 50 000 euros. Est-ce que du côté du monde de l'influence, nous on est côté, on va dire, de l'auditorat, mais est-ce que vous, on vous a communiqué quelque chose de plus précis? Est-ce que toi de ton côté tu t'es renseigné pour savoir ça, ou c'est encore un peu opaque et voilà, on a eu une loi qui est pendue du gouvernement, mais on ne sait pas vraiment à quoi s'en tenir? Aujourd'hui, c'est pas encore clair, c'est pas encore bien défini. Et même pour être honnête avec toi, je me suis même pas encore renseigné dessus parce que je me sens pas encore concerné. Mais c'est sûr que ça va arriver et ça fait un moment qu'ils en parlent. Donc là, pour l'instant, ils s'attaquent aux gros poissons. Donc les gros influenceurs qui ont pris vraiment beaucoup d'argent et qui ont fait vraiment beaucoup d'arnaques. Donc eux, aujourd'hui, ils sont rattrapés. Donc une fois qu'ils seront tous, ils vont tous régler leurs comptes, je pense que là, il y aura ce sera vraiment défini et on pourra vraiment travailler encadré par cette loi. Ouais, pour l'instant, c'est pas encore bien cadré. Mais ça reste une démarche positive justement pour éviter certaines arnaques ou des choses qui sont arrivées dans le passé. Ok. Et moi, je voudrais juste un petit peu reparler de ton entourage et justement du fait que tu as buzzé sur les réseaux. Comment tu le vis tout ça? Parce qu'on en parlait une fois ensemble, tu me disais, on me reconnaît, on peut avoir la référence La Kaka. Il y en a certains même qui disent, mais tu ressembles à La Kaka sans forcément penser que c'est toi. C'est vrai en plus. Du coup, je pense que c'est pas non plus évident. Comme tu dis, il y a l'argent qui peut aussi faire tourner la tête, mais cette notoriété aussi, elle a une forte puissance. Après, ça aussi, ça se gère. Ça va être dans ce que je vais dégager, le contenu que je vais produire. Si je produis du contenu polémique, je peux pas sortir. Je sors, l'autre il veut ma peau, parce que j'ai dit ça ou ça. Donc déjà, la première des choses, ça va être ça. Donc moi, on va dire que j'ai du contenu soft, je rassemble, je fais rire. Donc quand on me voit, la première réaction, c'est qu'on rigole. La personne est morte de rire, elle vient me voir, j'aime bien ce que tu fais, ça s'arrête là. Donc c'est vraiment pas gênant. J'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Au contraire, c'est que du bonheur. Et quand je vois que les gens sont contents de me voir, j'essaie de faire plaisir. Donc quand on me reconnaît, je reste, je prends du temps, je discute, photo. J'essaie vraiment de donner tout ce que je peux par rapport à l'attente de la personne qui m'a reconnu. Et voilà, quoi. Ça va être vraiment ça. Okay. Après, dans ma ville, parce qu'après, tu as ceux qui me connaissent déjà d'avant et les gens extérieurs. Donc, quand j'ai eu ma notoriété, quand elle a commencé à arriver, en vrai, ça n'a rien changé. Quand je me balade à Créteil, ça a changé, parce que déjà, de base, je connais tout le monde à Créteil. Donc, pourquoi? Parce que j'étais dans l'animation, je travaille partout, tous les jeunes, ils me connaissent. Avec les parents, c'est pareil, j'ai fait aussi des actions avec des parents. Donc, vraiment, je connais tout le monde. Donc, ça change vraiment rien. La seule chose qui change, je t'ai vu sur TikTok, je t'ai vu sur Insta, c'est juste ça. Mais sinon, je connais déjà, ça change pas vraiment. Ok, et au niveau de ta communauté, parce que 2 millions c'est beaucoup, alors tu disais il y a pas que en France, il y a de l'international aussi. Comment tu t'échanges avec eux? Tu dois recevoir des messages tout le temps de 2 millions, obligé, tu as des messages tous les jours. Ouais. Comment tu gères tout ça? Comment on gère une communauté en sachant que c'est entre guillemets grâce à elle aussi que tu as percé, c'est elle qui te suit, c'est pour elle
clairement, C'est ça. tu fais aussi ton contenu. C'est ça. Donc comment tu gères ce lien justement avec l'ensemble de ces collègues? Le lien avec... Bon, après, à ce niveau-là, j'ai encore beaucoup de... J'ai beaucoup de choses à apprendre, dans le sens où il faut que je fournisse encore beaucoup de travail. Et l'un des secrets aussi, ça va être le 3e ou 4e, c'est justement d'entretenir une bonne relation avec sa communauté. Donc ça va être avec... Bon, déjà, s'ils nous suivent, etc., c'est qu'ils aiment bien ce qu'on fait, etc. Donc on passe, mais au-delà de ça, poster une vidéo, par exemple, ponctuellement, et les stories, c'est deux choses différentes. Donc story, ça va plus être sur sa vie, etc. Et là, il va avoir une certaine proximité, même si je suis en France et lui, il est au Brésil, il va forcément me connaître. Il va voir ce que je fais, il va voir ce que je mange, il va voir quand je vais échanger, je vais dégager certaines choses. Donc là, il y a un lien qui se crée. Donc aussi, il faut être proche d'eux, il faut leur répondre aussi. Faut montrer. Après, on ne peut pas répondre à tout le monde, mais il faut montrer qu'on répond à certaines personnes. Donc on n'est pas des... Surtout depuis ce que je dis au début et ce que je prône, j'essaie vraiment de ne pas me mettre au-dessus des gens. Donc on est tous pareils, on est tous des humains, on a tous droit au respect. Donc voilà, on échange, on parle, voilà, on essaye au maximum de leur donner du plaisir. Tout ce que je peux faire, je le fais. Si demain je pouvais aller au Brésil, voir ma communauté, j'irais. Demain, si je peux le faire, je le ferai. Tu vois, mais voilà, c'est ça. Ok, écoute, on te souhaite une tournée internationale à la rencontre de ta communauté. Ça peut être un beau concept et hyper intéressant. Et donc là, on parle de ta communauté directe. Moi, ce que j'aimerais savoir aussi, et je pense qui peut intéresser beaucoup de monde, c'est avec les autres influenceurs. Parce qu'on voit qu'il y en a qui sortent un peu qui sont des têtes d'affiche de TikTok. Est-ce que vous échangez ensemble? Est-ce que tu as fait des rencontres parmi d'autres personnes qui ont percé? Est-ce que des fois on cherche des synergies, simplement juste pour percer encore plus, pour booster une vidéo? Si j'ai un autre créateur de contenu qui a aussi 2 millions, peut-être qu'on peut viser plus haut et toucher 2 communautés. Comment ça se passe dans ce côté-là? Ça aussi, c'est important. Après, ça dépend de comment tu vois les choses, comment tu travailles. Tu as des gens, ils sont solitaires, font tout seuls, tu les vois jamais avec d'autres personnes. Ça, c'est beaucoup valable sur les gens qui font des lives, par exemple, ou les youtubeurs sont très souvent seuls. Après, par exemple, moi, mon contenu, je ne peux pas être seul. Donc, soit je vais prendre des gens pas connus ou des gens connus, ça dépend. Mais c'est important aussi de montrer qu'on est présent et qu'on connaît du monde. Comment on dit? Ça donne du crédit. Donc, le fait de me voir avec tel influenceur qui est connu, tel autre qui est connu, tel joueur de foot, c'est très important. Et c'est pareil pour une entreprise. Si j'ai un resto, Benzema vient dans mon resto, ça me donne un gros coup de com'. C'est exactement la même chose. Si demain je fais une vidéo de foot avec Benzema, ça explose. Ouais, c'est sûr, c'est un multiplicateur de résultats, forcément. Plus il y a de célébrités, entre guillemets, plus ça peut créer une synergie. Ok. De quoi d'autre je voulais parler aussi également? Oui, un point aussi important, je voulais évoquer avec toi, c'est le fait de justement de changer de trend. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup. Et tu as parlé de... C'est Khabab Lamé, c'est ça? Khaby Lame. Lui, il avait une trend qui a explosé, où il s'est fait hyper connaître. Après, on voit qu'il a changé. Je vois que toi aussi, c'était un peu ça, je te disais, il y avait les vidéos avec le sourire, après tu as créé le personnage La Caca. Comment on fait justement parce que je pense que ça peut faire partie aussi des secrets de durer dans le temps. C'est clairement un secret, une stratégie, donc ça va être le 5e. Donc ce qui est très important, c'est de varier son contenu. Donc on a forcément un thème qui va être large ou pas. Donc moi c'est l'humour, mais l'humour c'est très large. Et ce qui va être très très important aussi, c'est de varier les contenus. Donc si on fait tout le temps la même chose, ça va lasser. C'est comme si on mange tout le temps la même chose, au bout d'un moment on en a marre. Là c'est exactement la même chose, donc il faut changer.
Et une tendance, en général, elle dure une semaine. Une semaine, donc on peut faire... Après, ça, je ne parle pas de concept. Oui, là, voilà, je parle de tendance. Ouais, c'est deux choses différentes. Là, je parle de tendance. Donc, une tendance, généralement, elle va durer une semaine. Un concept, ça peut durer 10 ans en soi. Mais dans un concept, il y a plusieurs tendances. Donc, si les tendances, elles changent, et il y a toujours du changement dans ce concept, sans changer le concept lui-même, il peut durer très, très, très longtemps. Mais s'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de contenu, le concept il va s'épuiser rapidement. Mais comment on arrive à trouver justement ce juste milieu quand on a un concept qui marche? On reste souvent sur sa zone de confort, hein. Même une entreprise, elle a ses process, etc. Pour sortir des nouveautés, etc. Faut sortir un peu de sa zone de confort. Comment tu décides ça, de dire, tiens, maintenant je vais changer, je vais aller sur... Ce que je fais, et ce que tout le monde devrait faire, en tant qu'entreprise, créateur ou autre, c'est de se baser sur les résultats. Donc je fais une vidéo, il y a du résultat, je continue, il y a du résultat, je continue, ça commence à baisser, et là j'adapte. Donc comment je vais adapter? En fonction du besoin et de la demande. Donc les gens dans les commentaires, ils mettent tout et n'importe quoi, et c'est comme ça que j'ai trouvé tous mes concepts. Tous mes concepts, j'ai trouvé comme ça. En commentaire, il y a quelqu'un qui va dire « Ah, tu ressembles grave ». Bon, ça me donne... avec ça, je vais raconter comment j'ai trouvé le concept de la caca. On va raconter le true story. C'est vrai que ça fait partie de notre émission. On aime bien avoir soit une true story, soit un hack, une astuce. Donc vas-y, on t'écoute. Voilà. Donc là, c'est vraiment un de mes secrets. Donc c'est vraiment d'être à l'écoute de sa communauté, à l'écoute de la demande. Et donc là, en fait, moi j'étais dans mon concept, à ce moment-là, je faisais des blagues. Et quelqu'un en commentaire, il me dit « Ah, mais tu ressembles grave à Lukaku ». Je dis « Ok, je prends note, je garde ça dans un coin de ma tête. » Et un jour, je tombe sur une vidéo de foot. C'était une parodie de quelqu'un qui était archi nul au foot. Et je me dis, mais là, j'ai fait le lien. Donc, je vais parodier Lukaku. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue. Aussi, à un moment, il y avait un concept que je faisais. C'était, je pranquais les gens, je me faisais passer pour Maître Gims. Donc, Gims, il l'a mis dans sa story et ça a tourné grave aussi. Et là, c'est la même chose. Ça, on est d'accord, c'est une true story que Maître Gims, il t'a vraiment reposté sur une vidéo. Et il y en a plein. Tout le monde, j'allais dire, tout le monde m'a reposté déjà. Parce qu'en fait, j'ai tellement eu de visibilité, mais vraiment tout le monde. Là, j'ai pas de nom en tête, mais bon, déjà, tous les gradus, tous les artistes rappeurs m'ont tous déjà posté. Et pour Gims, c'est la même chose, en fait. Quelqu'un en commentaire, un jour, a dit « Ah, mais il ressemble grave à Gims ». Et là, j'ai eu l'idée. Donc, c'est là d'où l'importance de vraiment être à l'écoute et s'adapter à la demande de l'auditoire. C'est même pas ma communauté, là, c'est vraiment tout l'auditoire. Et c'est avec ça qu'on va se créer une nouvelle communauté. Et pour l'entrepreneuriat, de nouveaux clients. C'est vrai. Ou de pérenniser nos clients actuels. C'est hyper intéressant, mais ça me fait un petit peu rebondir, parce que je crois que tu avais fait le sosie de Maître Gims une fois sur un live, non? Exactement. Ouais, c'est ça. Justement, il y a aussi le format live qu'on a dans TikTok, qu'on a partout maintenant. Même LinkedIn, le réseau professionnel, tu peux faire du live. Donc on voit que c'est quelque chose aussi qui se développe de plus en plus. Comment toi tu te situes par rapport à ça, et qu'est-ce que tu penses du live en tant que valeur ajoutée pour ton contenu, pour ta communauté? Le live, c'est un contenu, hein. Comme les stories, comme les réels, comme les posts. C'est un contenu différent qui va toucher un auditoire différent. Donc c'est que du plus. Donc maintenant là, dans la manière de faire, ça va être différent. C'est peut-être plus dur pour certains ou plus facile pour d'autres. Parce que là, ça va être vraiment... on va s'enregistrer en direct et parler ou trouver un concept. Donc là aussi, on va avoir l'idée de concept, donc développer des concepts en live. En live, on a plusieurs concepts. On va avoir les lives, par exemple, où on va jouer, des lives où on va faire des lives talents, par exemple. On va inviter des gens, ils vont nous montrer ce qu'ils savent faire.
Voilà, donc on a plein de concepts de live. Et là aussi, bien évidemment, c'est une valeur ajoutée, c'est un plus. Et avec ça, on touche plus de monde. Et aussi, on montre à l'algorithme qu'on est partout. Et l'algorithme, il aime beaucoup ça. D'accord. Donc moi, je le fais plus trop, mais quand, par exemple, il y a des moments où mes vidéos ne marchent pas. Donc je vais faire des lives, ça va faire prendre les vidéos. Ok. Ah ouais, ça booste, Ça booste les c'est vidéos. une option en plus qui permet d'avoir plus de visibilité, C'est le ça. fait d'être sur des canaux en fait différents. Même si on est Exactement. sur le même réseau, c'est comme tu as dit, un contenu différent. C'est hyper intéressant tout ce qu'on évoque. Et aujourd'hui, comment tu t'organises pour tes posts? Est-ce que tu as professionnalisé le truc en disant voilà, ben, j'ai tel jour je fais mes posts, il y a tel moment où j'écris entre guillemets ce que je vais créer. Comment tu t'organises par rapport à ta vie de tous les jours, tes obligations personnelles, ton travail justement, puisque c'est Ouais. pas c'est pas ton travail à temps plein aujourd'hui, donc faut prendre du temps. Comment tu t'organises aujourd'hui avec ce recul d'être présent sur TikTok? Au début, je faisais des vidéos tous les jours. Je faisais des vidéos tous les jours et ça prend énormément de temps. Et aussi, on est tous les jours dessus. Donc au fil du temps, j'ai changé et ce que je fais, c'est que il y a un jour, ça peut être une fois par mois, 2 fois par mois, ça dépend de mon aspiration et ça dépend de la quantité de vidéos que je vais faire. Je vais faire plein de vidéos. Plein de vidéos que je vais garder en stock et que je vais poster tous les jours. Parce que je poste tous les jours. Pour moi, le minimum, c'est une vidéo par jour. C'est ce que je fais aujourd'hui parce que je produis moins. Mais au début, c'était 3 vidéos minimum par jour. Minimum, vraiment minimum. Donc, je le redis, la constance, c'est très important. Il faut vraiment poster tous les jours. Donc, ce que je fais, c'est qu'un jour ou deux, par exemple un week-end, je vais me dire ce week-end-là, je fais le max de vidéos. Donc, je vais venir, je vais faire peut-être 40 vidéos, des fois plus, et je les poste une fois par jour, des fois 2, ça dépend. Et dès que j'approche et que j'ai plus de vidéos, que j'ai vraiment des idées de ouf que je dois faire maintenant, je vais reprendre un autre jour pour faire 2-3 vidéos. Mais en gros, je fais une vidéo 1 ou 2 jours dans le mois où je vais vraiment produire beaucoup. Ok. Et toutes les vidéos, tu les crées seul? Alors, j'imagine que tu as des gens autour de toi, puisque même dans tes vidéos, on voit que c'est actif, t'es pas tout seul sur la vidéo. Mais ce que je veux dire, quand tu crées tout seul, en termes de créativité, est-ce que c'est toi qui te dis, tiens, tu penses à telle et telle chose, tu vas te l'écrire sur un bouquin et dire, tiens, quand je vais faire un tournage ici, je vais faire ça? Ou c'est vraiment à l'instinct? Ou c'est quand tu te dis, là, je vais tourner, mais tu sais pas forcément ce que tu vas faire et tu as l'inspiration au plein milieu de la vidéo? Ou tu as aussi un entourage qui te dit, tiens, ça serait sympa de faire ça? Comment tu t'organises en termes de créativité? Parce que c'est dur de délivrer comme ça, de façon quotidienne. En vrai, c'est un peu de tout ça. C'est vraiment de tout. Donc, il y a des jours où je vais avoir grave de l'inspiration, donc ça va aller vite, je sais ce que je vais faire. D'autres jours, j'aurai moins d'inspiration, donc j'y vais et on verra. Donc là, je sais pas, par exemple, je dois faire des vidéos, je vais sur le stade, je me pose, et des fois ça vient. Je vois des gens, je parle avec eux, et comme je disais tout à l'heure, la demande, c'est très très important. Donc quand je vais au stade, il y a des petits, il y a des grands, il y a tout le monde, et je parle avec eux. Et là, j'aime bien ce que tu fais, ça c'est bien, et ça me donne des idées. Donc par exemple, je dois continuer sur ça, je dois modifier certaines choses, etc. Et c'est comme ça que je fais. Donc c'est vraiment un peu de tout. Mais 90% du temps, je fais tout seul. Ok. Et en plus de toute cette création qui te font passer du temps sur l'application, est-ce que toi aussi tu consommes, entre guillemets, l'application? Parce que on parle beaucoup aussi de cette emprise que peut avoir TikTok. Moi, je te dis perso, je me suis mis une alerte de 1 heure par jour.
Tu vois, exprès justement pour vérifier, parce que tu peux vite arriver dans le flux et pas voir le temps passer. Donc au moins je sais à peu près la timeline et je dis ah oui, là j'ai fait tant, c'est déjà beaucoup, stop, même si on peut bien évidemment le faire sauter. C'est pas comme les ados ou les enfants où là les parents vont réguler. Mais toi en tant voilà, ça fait partie d'une de tes compétences. Est-ce qu'il faut aussi être présent pour voir ce qui se passe sur le réseau, pour voir un petit peu les trends? Toi, ça représente quoi? Donc oui, je consomme, je suis obligé, ne serait-ce que pour être à la page. Les nouvelles tendances, les nouvelles personnes qui arrivent, avec qui je pourrais collaborer, des nouvelles idées, c'est le gros du travail. Hein. Donc ça, c'est à l'image de tout le monde aussi, hein. Quand on est sur du foot, sur de l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Donc on est obligé de voir ce qui se fait et d'être dedans. Donc oui, donc ça va faire que je vais beaucoup être dessus. Pas énormément, je vais pas faire une nuit blanche dessus, mais ouais, je pense que j'y suis 1h30, 2 heures par jour. Sans compter, après le montage et tout, c'est autre chose. Et tu as développé du coup, grâce à TikTok, tes autres réseaux que tu voulais pas forcément avoir au départ. Comment cette synergie se crée? Il faut être sur les autres quand on a un compte comme ça qui a buzzé sur TikTok. Il faut plus de visibilité, ou c'est pour toucher plus de monde différent? Comment? Là aussi, ça diffère des créateurs. Hein. Tu as des créateurs qui vont être présents sur TikTok, par exemple, et ça va booster tous leurs autres réseaux. Ce qui n'a pas été le cas pour moi. Moi, j'étais présent sur TikTok. Donc, ça a explosé. Mais mes autres réseaux, rien. Après, j'étais pas actif dessus. Et Insta, ça fait 1 an, je publie du contenu régulièrement, pas très régulièrement, mais assez régulièrement. Et voilà, une petite story aussi. Comme moi, j'ai décidé de poster sur Insta et d'être présent. En fait, parallèlement aussi au réseau, en fait, j'ai voulu tout tester. Donc j'ai fait un peu de cinéma. Et j'ai fait aussi des plateaux d'humour. Donc je montais sur scène et je racontais des blagues. Ah ouais. Donc là, j'avais fait un plateau sur Paris, sur scène et tout. Je fais ce que j'ai à faire. Et à la fin, le patron, il me reçoit. Il me dit, c'est quoi ton Insta? J'avais 10K à l'époque. Et j'avais déjà 2 millions, plus de 2 millions sur TikTok. Hein. Ça, je te dis ça remonte à mars dernier. Enfin, l'année dernière, en avril 2022. Okay. Donc il me dit, c'est quoi ton Insta? Je lui donne mon Insta. Il tape mon Insta. Et il me dit, ah, t'as 40K, c'est bien. Je lui dis, non, j'ai pas 40K. Et en fait, c'était quelqu'un qui prenait mes vidéos, qui se mettait sur Insta. Et il se faisait passer pour moi. Ah ouais? Ouais. Et donc ce que j'ai fait, j'ai envoyé un message à la personne. On a parlé pendant des jours et des jours, parce que je voulais récupérer mon compte. Et il a refusé, donc ça a été une négociation, il a tenté de me le vendre, etc. C'était une histoire de ouf. Le mec, il était à Singapour, donc c'est-à-dire pour parler, j'allais sur Google Traduction, c'était une histoire de ouf. Mais c'est fou, légalement aujourd'hui, on peut créer la page de qui on veut. Il n'y a rien qui nous protège. Donc à partir du moment où la vidéo elle est en ligne, tout le monde peut la prendre et faire ce qu'on veut, en théorie. Mais après, la pratique qui est faite, c'est que normalement, la personne qui prend ta vidéo, elle t'identifie. Et voilà. Donc, d'accord. C'est ce qui devrait être fait, ce qui n'est pas toujours fait, ce qui, là, en l'occurrence, n'a pas été fait. Donc après des jours et des jours de négociations, le mec, il a craqué, il a supprimé la page, il a supprimé le compte. J'étais dégoûté parce que je voulais les abonner, mais bon, ça m'a boosté. Et du coup, j'ai redoublé d'efforts et j'ai posté un nombre incroyable de vidéos. Ouais, là, tu les as bien dépassé, les 40K. Ouais, et aujourd'hui, je suis à 216K sur Insta. Donc en moins d'1 an. Bravo. Merci.
Ok, et justement, c'est un thème que je voulais aborder avec toi et je ne le savais pas, tu me l'apprends, mais c'était une de mes questions. C'est le après réseau, après TikTok, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'artistes issus du stand-up qui ont commencé un petit peu en faisant justement de l'humour à travers les réseaux. Comment toi tu vois ton avenir dans ça? Est-ce que déjà clairement tu as envie d'en faire un métier plus tard, ou même dès maintenant, et est-ce que tu as des aspirations à te lancer dans le stand-up, dans le one-man show? J'allais te poser la question si tu avais déjà fait des comédie clubs, parce qu'aujourd'hui c'est accessible assez facilement, en tout cas pour mettre un premier pied dedans. C'est quoi ta vision toi dans le futur par rapport à ça, et c'est quoi les retours que tu as des premiers essais que tu as pu faire? Donc, par rapport au stand-up, en fait, j'avais toujours rêvé de monter sur scène. Donc, pour moi, c'était un objectif. J'ai fait quelques scènes, j'ai dû en faire 5 ou 6. Et voilà, ça s'est plutôt bien passé, mais je ne me vois pas dedans. Parce que on voit les humoristes, ils viennent, ils parlent pendant 5 minutes, tu parles des plateaux de stand-up, comme tu disais, 5-10 minutes. On croit que c'est facile et tout, mais derrière, il y a un très, très, très gros travail. Mais le travail, il est immense. Et je m'en rendais pas compte. Donc, j'aime ça, hein, j'aime beaucoup ça, mais c'est pas compatible aujourd'hui avec ma vie parce que j'ai pas le temps. Le temps que ça demande d'investissement, je peux pas le fournir. Donc, cette case-là, elle est off. Et après, sur du très long terme, ouais. Donc, j'aimerais bien vivre de ça, faire aussi du cinéma et développer aussi du bénévolat, faire du humanitaire, etc. Vraiment être dans ce réseau-là et pouvoir être utile à tout le monde en publiant du contenu intéressant qui réjouit les gens, partager aussi des marques, n'importe quoi, pour des trucs utiles à eux, pas pour me faire de l'argent. Par ce biais-là aussi, je gagne ma vie. Et aussi être présent sur le bénévolat, promouvoir des associations, etc. Et voilà quoi. C'est tout à ton honneur justement de vouloir être utile pour ta communauté ou pour les gens de manière générale. C'est vrai, je te rejoins sur le stand-up, c'est un monde même à part. Et où aussi ça se donne ça met beaucoup de bâtons dans les roues, ça se tire de tous les côtés. Pas tellement. En vrai, pas tellement. Sur les réseaux peut-être, mais dans la réalité non. Parce que moi, quand je fais mon premier plateau, on m'a grave soutenu. Et en fait, les premières fois que tu passes, personne réussit. Ça n'existe pas, tu arrives, tu montes sur scène, tu déchires tout. C'est impossible. Donc, tu peux faire une bonne presta, mais tu ne peux pas tout déchirer. C'est impossible. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas monter, tu vas échouer, tu ne vas pas être à l'aise, etc. Et ça, c'est du travail. Il faut monter sur scène. Et sur ça, les autres humoristes, ils t'aident vraiment. Ils t'encouragent. Moi, quand je passais, continue, lâche pas, c'est ça. J'avais des gens, vraiment, ils voulaient me prendre en main. Et ils voyaient que j'étais plus là, tu fais quoi, vas-y, reviens, on va faire ça. Et vraiment, je trouve que dans ce monde-là, il y a vraiment cette entraide-là. Ok, donc tu t'es senti soutenu pour le coup, cette expérience. Ouais. Ok. Parce que j'ai écouté un petit peu certains humoristes parler, qui ont commencé par cet exercice-là, de faire des comédie clubs, etc., se faire les dents. Gad Elmaleh, il était d'ailleurs reparti aux États-Unis parce qu'aux États-Unis il n'est pas connu comme en France, et il a commencé les comédie clubs. Il expliquait justement le monde là-bas où là ça se tirait encore plus dans les pattes, et qu'il recommençait à zéro, que c'était à chaque fois un nouvel exercice. Mais après, là où je te rejoins sur le fait que les gens se tirent dessus, c'est que c'est pas lié directement au stand-up, parce que le stand-up, tu commences au bas de l'échelle, tu fais tes plateaux, là tout le monde va s'entraider. Mais une fois que tu vas avoir de la notoriété, c'est là que ça va commencer à se tirer dessus. Et là, on pourrait rejoindre le monde de showbiz. Et c'est là où ça se tire dessus, là, parce que les stand-uppers, ils commencent par là,
et après ils vont faire du cinéma, etc. Donc c'est comme ça que c'était ça le chemin. Aujourd'hui, avec les réseaux, ça change. J'ai la visité sur TikTok, on peut me prendre pour un film. Mais avant, ça n'existait pas. C'était vraiment ceux qui étaient sur scène, parce qu'en fait, ceux qui montent sur scène, ceux qui font du théâtre, etc. Et c'est lié, en fait. C'est la même niche. Ok. On arrive bientôt à la fin du podcast, pardon. Moi, je voudrais juste évoquer une thématique qui est un petit peu, en toute transparence, parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur ce réseau. C'est la partie financement, sur la partie monétisation. Comment ça se passe réellement? Est-ce que tu peux nous donner l'envers du décor? Parce que certains disent qu'ils ont créé des comptes où juste ils publient des reportages et ils arrivent à faire 3 000 € par mois parce que la vidéo elle fait plus d'1 minute. Comment ça se passe en termes de revenus sur TikTok? On va mettre de côté les sponsors, etc., les placements de produits qu'on a parlé précédemment. Comment ça se passe pour être rémunéré? Donc en gros, là aujourd'hui il y a ce qui s'appelle, j'ai oublié comment ça s'appelle. Donc en gros, avant il y avait le fonds de créateur. Donc c'était au début, enfin pas au début, mais à un moment donné, dans les débuts. Donc il y a le fonds de créateur. Le fonds de créateur rémunérait toutes les vidéos, 2 ou 3 centimes tous les 1000 vues, avec des critères bien définis. En gros, pour se faire rémunérer par la plateforme TikTok, tu as ce qui s'appelle le fonds de créateur. Donc le fonds de créateur, entre-temps, il a évolué. Donc initialement, le fonds de créateur il était créé pour rémunérer les créateurs. Et du coup, il rémunérait toutes les vidéos, 2 centimes ou 3, toutes les 1000 vues. Et donc du coup, 2-3 centimes tous les 1000 vues, et avec des critères bien précis. Donc le nombre de likes, le nombre de vues, le nombre de partages, le nombre de commentaires, et tout ça établissait la rémunération. Aujourd'hui, ça a changé. Maintenant, TikTok rémunère les vidéos de plus d'1 minute. Pourquoi? Pour concurrencer YouTube. Donc du coup, ça peut aller jusqu'à 1 € tous les 1000 vues, mais c'est pas le cas. Okay. C'est pas le cas. Ils le font jamais. Donc ils vont faire peut-être 25 centimes tous les 1000 vues. En fait, ça peut aller jusqu'à 1 €. Et les gens ils croient que c'est 1 €. Donc ils calculent tes vues. Ah, t'as fait 1 million, donc t'as gagné 10 000 €. Ah, mais c'est sûr, t'es riche, tu fais des millions. Mais c'est pas comme ça. Donc en gros, 1 million, ça peut te rapporter 30 €. Il y a plein de calculs qui rentrent en jeu. Donc tu me confirmes, et c'est le concept de True Story, que c'est du bullshit quand t'entends j'ai créé un compte. C'est faux. Et encore pire quand c'est pas toi qui fais le contenu. Donc tu prends une vidéo de quelqu'un, tu la mets, tu seras pas rémunéré. Parce que dans les conditions de la rémunération, il faut que ce soit du contenu authentique, du contenu que tu as créé. Des fois, parce que c'est automatisé, tu peux être rémunéré, mais tu ne seras pas rémunéré. Oh ouais, tu peux pas avoir un salaire, le salaire d'un PDG comme certains le disent, en disant voilà, c'est faux. Ok, bah écoute, c'était super intéressant toutes les thématiques qu'on a abordées. Si on peut résumer, tu en as dit pas mal, les astuces, le hack à retenir justement pour percer sur TikTok. Donc pour percer vraiment, c'est comme on l'a évoqué pendant tout ce podcast, c'est vraiment la constance. S'adapter à la demande, être régulier, moi j'ai déjà dit, et voilà, c'est vraiment la communauté, échanger avec la communauté, pour bâtir une relation de confiance, etc. Et sur du long terme, ça paiera. Même si au début c'est dur d'avoir une image, d'avoir une éthique, de rester ancré sur ses valeurs, mais à long terme ça paye. Excellent. Je te remercie énormément, Abdallah, d'avoir été présent sur ce podcast, de nous avoir donné tous ces conseils, de nous avoir expliqué un petit peu mieux comment fonctionnait ce réseau social, de nous avoir donné en totale transparence ton parcours de vie et ce qui t'a permis d'être là aujourd'hui. Je te remercie, vraiment. Merci à toi de m'avoir reçu.
C'est un honneur de venir et c'était du plaisir. Plaisir partagé. Merci à tous d'avoir écouté et suivi le podcast True Story et on vous retrouve prochainement pour un prochain épisode.